I'm sure trade will be a topic of discussion tomorrow and all of the other issues that are facing both Canada and the United States. I know the President looks forward to having that discussion with Carney in the Oval Office. Vous venez d'entendre la porte-parole de la Maison-Blanche ne pas nous en dire beaucoup sur la rencontre prévue demain entre Donald Trump et Mark Carney, le premier ministre du pays. J'en parle avec Valérie Baudouin et Raphaël Jacob. Bon début de semaine à vous deux. Bonjour. Bonjour. OK, donc il va être question du commerce. Ça tombe un peu sous le sens, là, mais il n'y a pas beaucoup de chair autour de l'os. Est-ce qu'on, d'un point de vue américain, Valérie, est-ce qu'on sait ce que M. Trump veut faire avec M. Carney demain? D'un point de vue américain, premièrement, on a une courte réponse parce qu'on en parle très, très peu aux États-Unis. Et ça, on y fait référence depuis déjà plusieurs semaines, Raphaël et moi. Le fait qu'ici, c'est très, très important, mais de l'autre côté de la frontière, c'est pas que c'est pas important les rencontres, mais on n'en parle pas tant que ça. Alors, c'est pas une priorité. Et c'est certain qu'on veut justement négocier en marge de cette révision qui est à venir de l'ACUM, dans notre accord de libre-échange. C'est ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant et c'est bien normal. C'est sûr qu'on veut parler de commerce. J'ai hâte de voir, par contre, est-ce qu'on va parler de la Palestine, parce qu'on sait que Donald Trump n'était pas très, très content de la décision, entre autres, du Canada de reconnaître l'État de la Palestine, comme la France et comme d'autres pays. Donc, est-ce qu'on va élargir aussi les discussions? Mais assurément, c'est sûr que ça reste quand même très, très important. Plus il y a d'ententes qui sont signées ou que Trump peut annoncer, ça reste quand même pour lui, c'est ce qu'il veut. Il veut, comme il le dit, faire des deals avec certains pays. Puis Raphaël, ça arrive le 7 octobre. Là. Ça fait 2 ans, jour pour jour, que la guerre entre Israël et le Hamas est commencée. Est-ce que ce ne sera pas une énorme distraction demain dans le bureau Oval? D'où la pertinence du commentaire de Valérie un instant. C'est-à-dire que ça peut être très tentant que le président veuille en parler proactivement ou non. Ça risque d'être tentant pour des membres des médias de poser des questions là-dessus. Donc, on verra. Écoutez, au début de la journée, on savait que Mark Carney serait à Washington demain et on savait qu'il serait question de commerce. Qu'est-ce qu'on sait de plus en date d'aujourd'hui, 14 heures? Rien. Donc, reparlons-en demain. On risque d'avoir une meilleure idée. Et nous comptons sur les reporters canadiens dans le bureau Oval pour poser des questions sur les relations commerciales entre les deux pays, parce que probablement que les Américains vont poser des questions sur autre chose. Valérie, parlons de la condamnation donc de Ghislaine Maxwell, c'est l'ex-compagne de Jeffrey Epstein. Elle voulait faire annuler sa condamnation, mais là, il y a un tribunal, puis c'est pas n'importe lequel, la Cour suprême qui lui donne tort. Oui, en fait, il ne veut pas entendre l'appel parce qu'elle, ce qu'elle veut faire, ou ses avocats, ce qu'ils voulaient expliquer, c'est finalement qu'il y avait eu, au début des années 2000, une entente entre les autorités et Jeffrey Epstein lorsqu'il avait été arrêté relativement à des accusations en Floride. On se souvient, là, c'était une peine qu'on disait très, très, très clémente. Hein? Il n'a pas fait beaucoup d'années derrière les barreaux, on s'entend, et qu'il y avait une entente pour dire que le gouvernement ne va pas poursuivre à nouveau Jeffrey Epstein et ses associés. Alors, c'est ce qu'il voulait démontrer, de dire, bien, finalement, elle n'aurait même pas dû être accusée de rien. On se rappelle qu'elle a été accusée dans l'État de New York, condamnée à 20 ans de prison pour justement son association avec Jeffrey Epstein, mais surtout les gestes qui ont été posés pour la traite de jeunes femmes mineures commence même à l'âge de 14 ans. Alors ça, c'est la première des choses. Et finalement, mais la Cour suprême ne lui a pas donné raison, comme des juges d'instances inférieures qui disaient que c'était pas un argument de dire qu'il y avait eu cette entente-là en Floride. Donc, c'est la fin des contestations, normalement, pour Ghislaine Maxwell, qui, je rappelle, est revenue dans l'actualité avec toute cette histoire cet été. Bon, Jeffrey Epstein, est-ce qu'il y a une liste, est-ce qu'il n'y a pas de liste? Et ces rencontres qu'elle a eues avec des membres de l'administration Trump. Donc, ma compréhension, c'est qu'elle a été transférée d'une prison, elle a été transférée dans une prison moins sévère, exact, mais elle va devoir finir de purger sa peine. C'est ce qu'on comprend, Valérie. Absolument. D'accord. Puis pour ceux qui se demandent, Jeffrey Epstein, il est mort, il s'est suicidé en prison il y a quelques années. En 2019. Voilà, il n'est plus dans le portrait. Raphaël, parlons de Cour fédérale. Là, il y a une juge fédérale qui bloque temporairement l'envoi de la Garde nationale à Portland, en Oregon. Donc, elle s'oppose finalement à la volonté de M. Trump. Absolument. Alors, et c'est peut-être le fait saillant le plus important de toute cette cause-là, alors qu'elle a été nommée elle-même à la base par Donald Trump lors de son premier mandat. Donc, c'est très difficile factuellement pour l'administration américaine actuelle de dire c'est une juge qui est partisane, qui est démocrate, qui a été nommée par Barack Obama ou par Joe Biden, de un. De deux, en tentant de réagir à cette injonction-là, cette décision-là,
le président a essayé de contourner en disant, écoutez, ce qu'on nous a interdit de faire, c'était de déployer la garde nationale de l'Oregon à Portland, la plus grande ville de l'État. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher des soldats de la garde nationale de d'autres États, incluant des États voisins, pour les envoyer à Portland, chose à laquelle la même juge a réagi. Donc, une deuxième fois en disant, ça aussi, c'est illégal, ça viole la Constitution. Donc, évidemment, ce qui va se passer après coup, c'est qu'on va aller en appel. On risque, dans les prochaines heures, prochains jours, d'avoir un examen devant une cour d'appel sur la côte ouest américaine. Et suite à cela, dépendant du verdict, très possible que quelques semaines, quelques mois plus tard, ça se retrouve devant le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême. Pourquoi? Parce que c'est un test qui est fondamental des limites du pouvoir présidentiel. Oui. Est-ce qu'un président peut ou non, surtout contre l'avis contraire des autorités locales, dépêcher à droite et à gauche dans de multiples villes des troupes fédérales? Donc, c'est vraiment important pour la suite des choses. Bon, puis en fait, le conseiller à la sécurité intérieure de M. Trump, Valérie, a réagi fortement en disant que c'était de permettre une insurrection légale. Qu'est-ce qu'il veut dire par insurrection légale? En fait, il dit qu'il y a un état de guerre à Portland, ce que les autorités et les gens sur place disent que c'est pas le cas. Oui, il y a des manifestations dans des endroits ciblés, par exemple les endroits où on détient les migrants qui vont être expulsés, un peu comme on avait vu à Los Angeles, mais on dit à moindre échelle, c'est pas étendu partout. Mais est-ce que c'est une insurrection en ce sens où on veut pas renverser le gouvernement, mais on veut empêcher les autorités de faire leur travail? Donc, c'est ce qu'il dit. ICE, donc cette agence qui s'occupe des expulsions, doit faire son travail et en ce moment, on les empêche de travailler. Il y a un danger aussi, c'est ce qu'ils disent, pour différents édifices fédéraux. Puis j'ajouterais à ça que ça va être intéressant de voir aussi ce qui se passe du côté de Chicago, hein, parce qu'en Illinois, on a appris aujourd'hui qu'il y a également une poursuite qui est un peu basée sur les mêmes arguments que ce qu'on a vu en Oregon, parce qu'on veut déployer aussi la garde nationale à Chicago et aussi avoir des gens, par exemple, de la garde nationale du Texas qui se déplacent donc en Illinois. Alors, ce sera une autre décision à suivre cette semaine. Et c'est là que c'est... Non, pardon. Allez-y, Raphaël. J'ai simplement mentionné, c'est là que ça devient presque inévitable que la Cour suprême soit interpellée. Maintenant, un petit peu comme dans la cause de Ghislaine Maxwell, elle n'a jamais de... Quand je dis elle, je parle de la Cour, non pas de Ghislaine Maxwell. La Cour n'a jamais de compte à rendre pour ce qui est d'expliquer pourquoi on choisit d'entendre ou non une cause. Mais c'est à peu près sûr et certain qu'on va tenter de lui faire entendre la cause sur le déploiement de la troupe de la garde nationale dans différentes villes, parce que justement, ce sont différentes juridictions qui sont touchées, différentes juridictions qui vont devant les tribunaux de première et de deuxième instance. Donc, tôt ou tard, comment vous voulez que ça fasse autrement que de se retrouver au sommet de la pile? Oui, mais on en a déjà parlé. Il va y avoir un goulot d'étranglement à un moment donné à la Cour suprême sur toutes les causes qui lui sont soumises justement pour tester les pouvoirs du président. Puis quand on parle de la Cour suprême, Valérie, on dit toujours qu'elle peut pencher politiquement ou idéologiquement d'un côté. Elle penche en ce moment du côté de M. Trump de façon en termes idéologiques. Oui, et puis en termes de décision, pour l'instant, on a donné raison à plusieurs reprises à l'administration Trump. Par contre, c'était des décisions temporaires. Il y a beaucoup de décisions qui n'ont pas été sur le fond. Alors là, ils recommencent leurs travaux aussi pour la session actuelle. Ce serait intéressant de voir justement cette division des pouvoirs exécutifs, des pouvoirs législatifs. Il y a plein de décisions à venir, entre autres sur les tarifs et tout ça. De voir la Cour suprême sur le fond, comment elle va se prononcer, parce qu'elle donnait raison, c'est ce que je viens de dire à Trump, mais c'est surtout de leur dire, bien, vous pouvez poursuivre vos activités en attendant, justement, qu'il y ait des décisions devant les tribunaux. Alors, c'est pas de leur donner raison à 100%. Et en 30 secondes, ce qui va être fascinant, c'est de voir justement le rôle des juges nommés par Donald Trump, nommés à la Cour suprême, incluant une certaine Amy Coney Barrett, la dernière juge qu'il a nommée à la fin de son premier mandat en 2020. Pourquoi? Parce qu'elle-même donnait une entrevue il y a à peine quelques heures au réseau CBS dans laquelle elle disait, et je la paraphrase là, que ce qui la choquait le plus, c'est d'être dépeinte comme une marionnette. Parce qu'elle n'était pas à la solde d'un politicien ou d'un autre, d'un parti ou d'un autre, d'un président ou d'un autre. Donc, c'est intéressant pour ce que ça suggère pour ce qui est de la suite des choses. Oui, c'est pas une adéquation directe nommée par Trump, donc va pencher du côté de Trump. On le voit avec la juge pour ce qui est de la garde nationale à Portland, en Oregon notamment. On a un exemple patent. Les amis, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain. Bon après-midi. À demain. À demain.